madame. Merci beaucoup. Je vois pas, par exemple, le petit signe d'enregistrement. Est-ce qu'on est... Ah, OK, bon, il vient d'apparaître. C'est super. Un petit délai. Alors, bonjour, moi, c'est Daphné. Je suis la chargée de projet de l'OBV du Saguenay. Puis, je voulais vous remercier d'avoir pris le temps d'être avec nous aujourd'hui pour cette présentation sur le projet de transfert de connaissances que nous, on a acquis sur les plantes envahissantes dans la région. Donc, la présentation va aller comme suit. On va commencer en vous parlant d'une plante envahissante. Donc, qu'est-ce que c'est, d'où est-ce qu'elle vient, puis qu'est-ce que leurs impacts peuvent avoir sur notre environnement autour de nous. Ensuite, on va aller voir les résultats du portrait à l'échelle du Saguenay-Lac-Saint-Jean, puis à l'échelle de votre MRC. Puis finalement, on va terminer avec des zones qui sont plus à risque et à surveiller dans la MRC. Donc, en quoi est-ce que le projet de transfert de connaissances consiste? C'est qu'en fait, il y a de plus en plus de mentions de présence de plantes envahissantes qui ont lieu dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Puis, à l'époque, avant le portrait, il n'y avait aucun portrait justement de la situation qui permettait de connaître l'ampleur du problème. Il n'y avait aussi aucun outil d'aide à la décision pour la prévention, la lutte, puis la propagation liée aux espèces envahissantes dans la région. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'en 2020, l'OBV du Saguenay, avec l'OBV Lac et le CREDD, on a réalisé un portrait de plantes exotiques envahissantes dans la région, suite auquel il y a eu un forum régional sur les espèces exotiques envahissantes qui a été tenu par l'OBV du Lac. Puis finalement, il y a un comité régional de concertation sur les espèces exotiques envahissantes qui est formé, puis on s'est doté d'un plan d'action avec des cibles pour essayer de mieux gérer le problème. Tout ça, ça a été fait parce que avant tous ces projets-là, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un manque d'outils pour prévenir la colonisation. Il n'y avait pas de manière de contrôle efficace des colonies qui sont déjà existantes sur le territoire. Puis, comme mentionné, là, il y avait vraiment une hausse des observations sur le territoire. Donc là, nous, cette année, on s'est dit que pour vous présenter les résultats du portrait, on allait faire un guide d'information sur les plantes envahissantes que vous avez reçu par courriel. Puis, si jamais vous ne l'avez pas reçu, vous pouvez écrire à Catherine ou vous pouvez aller sur le site de l'OBV Saguenay. Le portrait va être là. J'en profite juste pour vous dire, à la fin de la présentation, je vais vous envoyer un petit lien. Là, il va y avoir l'enregistrement et le fameux lien vers le portrait. Le Voilà. guide. Donc, le guide, c'est ça. Vous allez avoir ça à la fin là, en courriel. Donc, Blandine va poursuivre avec les plantes envahissantes. Moi, je vais commencer par le début. Qu'est-ce que c'est qu'une plante envahissante? Une plante envahissante, ça va être une plante qui va être introduite en dehors de sa limite de répartition naturelle. Donc, elle va coloniser un nouveau site très rapidement jusqu'à ce qu'elle devienne la population dominante, c'est-à-dire la seule espèce qui est présente ou presque. Et ça, c'est parce qu'elle a des capacités d'adaptation particulières qui vont lui permettre de très bien s'adapter dans ce nouvel environnement, ou en plus, elle n'aura pas nécessairement d'ennemis qui sont déjà présents. Cette introduction et cette propagation d'espèces envahissantes, ça peut avoir tout un tas d'impacts, autant sur l'environnement, sur la santé, sur l'économie, sur l'agriculture ou sur les loisirs, mais ça, j'y reviendrai un petit peu par la suite. Ces plantes-là, ça peut être généralement des plantes exotiques, donc qui se retrouvent en dehors de leur limite de distribution naturelle parce qu'elles sont introduites volontairement ou non, très souvent par des activités humaines. Comme c'est des plantes indigènes, on peut avoir des plantes qui vont coloniser si l'environnement y change. Par exemple, si on coupe une forêt, on va se retrouver avec un milieu qui a changé. Par exemple, on va se retrouver avec un milieu ouvert. Donc là, on va pouvoir avoir des plantes indigènes qui vont aussi prendre le dessus sur ce milieu-là, à la place des plantes qui étaient présentes avant. D'où est-ce qu'elles viennent en général, ces plantes-là? Bien souvent, comme je disais, c'est l'humain qui va être responsable de leur introduction. Soit c'est des introductions qui vont être volontaires, donc on peut les introduire parce qu'on veut se nourrir avec, par exemple, comme on a importé du houblon commun ou de la luzerne. Soit ça va être pour s'habiller aussi, donc c'est le cas du lin ou du chanvre. On peut aussi décider d'importer des plantes médicinales, donc pour se soigner, par exemple comme la salicaire commune sur laquelle on reviendra tout à l'heure.
Ou ça peut être aussi souvent en horticulture parce que, excusez-moi, la salicaire, c'est en horticulture qu'on l'a importée parce qu'on la trouve jolie, donc on veut la mettre dans nos jardins. Sinon, il va y avoir aussi des introductions involontaires. Quand on déplace, par exemple, du bois de chauffage, quand on déplace des marchandises, on peut transporter donc des espèces envahissantes avec ça. Par la navigation aussi, si on a des plantes aquatiques, comme par exemple le myriophylle, qui va se prendre dans l'hélice des bateaux ou d'autres espèces qui vont s'accrocher sur la coque, sur n'importe quelle partie des bateaux, quand on se déplace avec, on va les apporter dans un nouvel environnement. C'est le cas aussi quand on fait des activités de plein air, donc avec des 4 roues, juste avec les semelles des chaussures, on peut transporter des graines de certaines espèces. Il y a aussi l'équipement qui est contaminé. Quand on utilise une pelle mécanique, par exemple pour contrôler une espèce quelque part, si on ne nettoie pas correctement le matériel et qu'on s'en sert ailleurs, on va aussi transporter des espèces, on peut aussi transporter l'espèce avec. Dans la région, les principaux vecteurs de propagation, c'est-à-dire c'est des facteurs qui vont favoriser la propagation des espèces, c'est ceux que vous voyez sur la carte. Donc, ça va être les cours d'eau qui forment, donc, avec les courants, peuvent transporter des graines sur plusieurs kilomètres. Ça va être aussi les terres agricoles, parce que c'est des terres qui vont être à nu pendant une partie de l'année, donc qui peuvent vraiment favoriser l'implantation d'espèces et qui aussi forment des grandes étendues. Ça va être aussi les lignes de transport d'énergie, donc parce que souvent sous ces lignes-là, on va couper les espèces indigènes qui étaient là, donc ça laisse de la place pour qu'il y ait des nouvelles plantes qui s'installent. Et en plus de ça, c'est des grandes étendues aussi, donc ça peut créer des courants. Et enfin, la dernière chose, c'est tous les réseaux routiers aussi pour la même raison. Ça peut vraiment transporter, créer des courants d'air, transporter des graines sur plusieurs kilomètres. Quels sont les impacts de ces plantes envahissantes quand elles s'installent quelque part? Donc, comme je le disais, elles peuvent avoir des impacts en agriculture, en foresterie, en horticulture. Qu'est-ce qui va se passer si les plantes envahissantes, elles poussent à la place de l'espèce qu'on mettait en culture? On va avoir des rendements qui sont plus faibles ou alors des produits qui sont d'une moins bonne valeur, des produits qui sont contaminés. Au niveau économique, il y a certaines des plantes qui sont capables, qui ont des racines tellement solides, par exemple, qu'elles sont capables de percer le béton, donc on va pouvoir avoir une atteinte aux infrastructures. Et en plus de ça, quand on doit contrôler les espèces envahissantes, ça a des coûts très, très élevés. Donc, ça a vraiment des impacts économiques. Au niveau de la santé, il y a des plantes comme la berce du Caucase ou l'herbe à puce qui vont pouvoir être urticantes ou créer des allergies, des brûlures, qui a vraiment un impact au niveau de la santé. Au niveau des loisirs, ça peut empêcher l'accès à des espaces. Donc, par exemple, le myriophylle à épis, quand il s'installe dans un lac, il peut vraiment devenir très gênant, autant pour la navigation que pour la baignade, puisqu'il va vraiment recouvrir tout le lac. Et au niveau de l'environnement et de la biodiversité, ça va avoir des répercussions parce que ça va devenir donc la principale espèce qui est présente. Donc, on va avoir une chute de la biodiversité. Ça va dégrader les habitats fauniques aussi. Ça peut avoir un impact sur la qualité de l'eau, sur la quantité d'eau aussi. Ça peut aussi favoriser l'introduction de maladies. Quelle est la meilleure méthode de gestion de ces plantes-là? La meilleure méthode, c'est la prévention. Ça va être beaucoup moins coûteux de prévenir, donc en amont, d'éviter l'introduction que de devoir par la suite contrôler. Parce que quand on doit contrôler les espèces envahissantes, les coûts ils vont augmenter proportionnellement au nombre de colonies qu'on va avoir en présence. Plus on va avoir de colonies, plus ça va vraiment coûter de l'argent. Et au bout d'un moment, ça va devenir très difficile, voire même impossible à gérer. Par exemple, c'est le cas du myriophylle à épis quand il s'implante dans un lac. Il faudrait recouvrir l'intégralité du lac, il faudrait tout bâcher, donc ça devient vraiment très, très, très compliqué pour s'en débarrasser. Donc, je vais redonner la parole à Daphné pour qu'elle vous présente les résultats du portrait. Merci, Blandine. Donc, comme Blandine l'a bien dit, la section suivante, on va aller voir vraiment le portrait, qu'est-ce que ça a donné. Donc, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, en 2020, on a observé 363 colonies de plantes envahissantes, dont 20 espèces distinctes ont été identifiées. Puis sur les 20 espèces, il y en a 15 qui sont nuisibles, donc qui vont porter atteinte à l'économie, la santé, les loisirs, comme Blandine vient de le mentionner. Spécifiquement dans la MRC du fjord du Saguenay, il y a 44 colonies qui ont été observées, 11 espèces distinctes, dont 10 sont nuisibles.
Je tiens à préciser aussi qu'il s'agit d'observations qui datent de 2020. Donc, il y a certainement des colonies qui n'ont pas été répertoriées ou qui se sont ajoutées depuis parce que ça bouge vite, les plantes envahissantes. Puis, donc, elles n'ont pas été comptabilisées dans le cadre de ce projet-là. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête aussi. Donc, 44 colonies sur 363, ça donne près de 13% des observations régionales au total. Puis, plus tard, vous allez voir des cartes dans la présentation. Vous pourrez remarquer qu'il y a une forte concentration des plantes envahissantes dans les secteurs qui sont plus habités, donc les secteurs les plus développés. Puis, le secteur de Petit-Saguenay, c'est le secteur qui est le plus envahi. Donc, on considère qu'une plante est nuisible lorsqu'elle porte préjudice à la santé, qu'elle nuit à l'environnement et à la biodiversité, ainsi qu'au rendement agricole, puis aussi quand elle va venir compromettre la qualité esthétique des aménagements paysagers. Parce que souvent, quand on habite sur le bord d'un lac, par exemple, quand les plantes envahissantes prennent d'assaut la bande riveraine, on ne voit plus notre plan d'eau. Donc, ça peut devenir problématique et désagréable à ce niveau-là. Donc, le tableau que vous voyez sur cette diapositive-là, il brosse un portrait de la nuisibilité des plantes selon les secteurs. Donc, on peut voir que dans l'ensemble de la MRC, il y a une seule observation de plantes non nuisibles qui a été faite, je pense, je ne me rappelle plus exactement c'est où, mais on va le voir sur les cartes plus tard. Puis, ça montre donc que la MRC est vraiment envahie par des plantes qui peuvent être nuisibles puis avoir des répercussions néfastes qu'on souhaite éviter. Donc, sur cette carte-là, vous pouvez voir que les losanges rouges représentent des plantes qui sont nuisibles, alors que le seul losange vert représente la plante non nuisible qui a été observée en 2020. Tiens, donc, les espèces les plus observées dans la MRC étaient en 2020 la valériane officinale et la salicière commune, qui sont en mauve et en vert sur le graphique. Chacune d'entre elles a 10 colonies qui a été observée. Puis ces deux plantes vont être décrites plus loin dans la présentation, donc vous allez pouvoir les observer si vous n'avez pas eu l'occasion de le faire sur votre territoire. Puis le potamo crépus est en bleu parce que c'est l'espèce non nuisible qui a été observée. Hey, Daphné, je pense que tu n'as pas dit la bonne espèce. T'as-tu dit salicaire puis renouée? Peut-être, je ne me rappelle plus. OK, parfait. J'ai On continue. peut-être. OK, excusez. Bon. Donc, cette carte-là, elle présente la situation dans l'ensemble de la MRC. Donc, on peut voir, comme j'ai mentionné tantôt, que le secteur de Petit-Saguenay est grandement touché par des envahissements de plantes, dont la pétasite du Japon, qui est une plante qui prend beaucoup, beaucoup de place. Puis, est représentée par le petit carré mauve pâle que vous voyez. Non, c'est quand même assez réparti dans l'ensemble du territoire. Donc, sur cette carte, on peut voir le secteur de l'Anse-Saint-Jean. Puis, on peut voir qu'il y a des observations de colonies d'alpistes roseaux et de renouées du Japon qui ont été faites. Puis, c'est une bonne nouvelle parce que peu d'observations ont été recensées. Peut-être qu'il y en avait plus, mais on ne le savait pas. Sauf qu'elles sont problématiques parce qu'elles sont situées au bord de la rivière Saint-Jean qui, elle, mène dans le fjord. Puis, comme Vandine l'a dit tantôt, là, les cours d'eau permettent la propagation des plantes. Donc, c'est vraiment des colonies qui sont à surveiller, étant donné leur proximité avec le plan d'eau. Puis ici, à Saint-Honoré, c'est la renouée du Japon qui est l'espèce la plus présente. Puis elle est surtout située en bord de route. Il est aussi un vecteur de propagation. Donc, dans les deux municipalités, là, elles sont localisées à des endroits quand même stratégiques pour elles. Donc, une fois qu'elles sont implantées sur notre territoire, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, il existe 5 méthodes de gestion, qui sont les méthodes physiques, mécaniques, chimiques, biologiques et par compétition végétale. D'emblée, il faut savoir que c'est primordial de nettoyer tous les outils, tous les éléments, tout le matériel qui va avoir servi pendant la gestion puis le contrôle des plantes envahissantes parce qu'un matériel souillé peut mener à l'introduction de la plante dans un nouveau secteur. Donc, c'est vraiment primordial de connaître ça quand on veut faire de la gestion. Ensuite, on va passer vite sur cette diapositive-là parce qu'en présentant les plantes les plus observées de la MRC tantôt, on va passer par presque toutes les méthodes de gestion.
Donc, c'est pour ça qu'on va faire un survol assez rapide. Donc, en gros, ce qui est important de retenir, c'est que les méthodes ont toutes des avantages et des inconvénients, puis que chaque plante a une méthode qui fonctionne le mieux pour elle. Donc, il n'y a pas une méthode qui est meilleure pour l'ensemble des plantes. Puis, elles sont aussi toutes coûteuses. Donc, il n'y a aucune méthode qui est meilleure et moins chère que la prévention. Vous allez voir au fil de la présentation aussi que souvent, ça prend un mélange de presque toutes les méthodes de gestion pour essayer d'en venir à bout d'une plante. Donc, c'est vraiment une tâche qui est complexe. Dans le tableau, il est mention des méthodes biologiques et de compétition végétale. C'est surtout parce qu'elles existent, dans le sens où elles sont applicables dans des cas très spécifiques, puis elles sont coûteuses en termes de temps et d'argent. Donc, ce n'est pas les méthodes vers lesquelles il est recommandé d'aller de prime abord. Puis, souvent, elles sont jumelées à une autre méthode de gestion, donc on ne peut pas utiliser ces méthodes-là toutes seules. Finalement, la méthode chimique, je mettrai un petit bémol dans le sens où la réglementation canadienne est vraiment rigoureuse, puis il faut s'assurer de la respecter, puis que souvent les produits qu'on va utiliser vont être néfastes pour la qualité de l'eau, l'environnement, puis la santé de la population. Donc, c'est vraiment une méthode à utiliser en dernier recours quand on n'a vraiment plus le choix. Moi, je vais vous parler des deux espèces qui se retrouvaient le plus dans la MRC. Ça va être la renouée du Japon et la salicaire commune. On va expliquer un petit peu comment faire pour s'occuper du contrôle de ces deux plantes-là. Donc, pour ce qui est de la salicaire commune, c'est la plante que vous voyez là sur la photo. Donc, il fait des fleurs qui sont roses, puis ça fait des grands épis comme ça d'environ 40 cm de longueur. Puis ils vont avoir un réseau de racines qui peut prendre jusqu'à 1,5 mètre de diamètre à peu près. Puis de ce réseau de racines-là, il peut y avoir environ une cinquantaine de tiges qui sortent de là. Et c'est une plante qui va se reproduire de manière sexuée. Et donc, chaque épi peut produire jusqu'à 22 000 graines. Donc, quand on a une colonie de cette guerre comme ça quelque part, il peut y avoir beaucoup, beaucoup de graines qui sont produites. Et ces graines-là, elles peuvent être transportées par l'eau. Donc, quand elle est au bord d'un cours d'eau, elle va avoir vraiment de la facilité à se déplacer puis aller s'implanter ailleurs. Puis, c'est une plante qui va souvent pousser dans les milieux humides. C'est pour ça que la méthode de gestion pour cette plante-là, ça va être la lutte biologique, parce qu'on va éviter de devoir utiliser des pesticides comme on est dans des milieux humides, où la fauche aussi, elle va avoir de la difficulté à fonctionner dans ce milieu-là. Donc, ce qui est préconisé dans ce cas particulier-là, c'est la lutte biologique. On va utiliser des coléoptères qui vont réussir à réduire son abondance de jusqu'à 90 %. Par contre, un autre problème qu'il peut y avoir avec elle, c'est que quand on arrive à s'en débarrasser, après ça, il peut y avoir d'autres espèces envahissantes qui vont venir s'implanter là où elle était. Donc, il faut bien s'assurer de bien ensuite aller remettre des plantes indigènes à sa place quand on la contrôle. Est-ce que tu me faisais signe, Catherine? J'ai cru. Donc là, sur la carte, vous pouvez voir vraiment où est-ce qu'elle est située, la salicaire commune, puis on peut voir qu'elle est vraiment beaucoup le long du fjord, donc parce que c'est comme ça qu'elle peut arriver potentiellement, ça peut être un vecteur de sa propagation dans la région. Ensuite, on va passer à la renouée du Japon. Donc, elle va faire, comme vous voyez sur la photo, là, un gros massif comme ça sur lequel il n'y aura que de la renouée. Puis ça peut faire jusqu'à 4 mètres de haut. Elle va pousser très tôt au printemps. Et donc, ensuite de ça, elle va faire potentiellement de l'ombre aux autres espèces. Donc, elle se retrouve vraiment, elle, toute seule comme ça, sur quand même des grosses superficies. Et c'est elle dont les racines sont tellement solides qu'elle va être capable de percer le béton. En plus de ça, elle va produire des toxines pour empêcher les autres plantes de pousser. Comment elle se reproduit, c'est de manière végétative. Donc, avec simplement un fragment de tige ou un fragment de rhizome, c'est ces tiges souterraines, avec simplement un fragment, elle va pouvoir créer des nouveaux plants. Et en plus de ça, les rhizomes, ils vont aller s'enraciner jusqu'à 3 mètres de profondeur. Donc, si on laisse le moindre petit morceau de renouée du Japon, elle va avoir vraiment de la facilité à ressortir. Mais comment on fait pour s'en débarrasser, elle? Il faut aller excaver le clone. Il faut vraiment aller creuser en profondeur pour enlever le moindre petit fragment qu'on peut trouver. Mais je vais vous l'expliquer un petit peu plus par la suite. Là, vous avez quelques petites images pour réussir à la reconnaître. Donc, sa tige, ça va être une tige qui est verte à rougeâtre avec des petites taches pourpres.
Elle n'aura pas de poils et c'est une tige qui est creuse. Puis elle a des feuilles, là, comme vous pouvez le voir, qui sont plutôt ovées puis qui ne sont pas dentelées. Et elle fait des fleurs blanches comme ça, des toutes petites boules de 2 à 3 mm de diamètre qui sont en grappes. Sur la MRC, c'est ça, on la retrouve un petit peu partout. Elle est quand même assez répartie. Et donc maintenant, on peut passer à concrètement comment on la contrôle. Les 5 étapes qu'il faut suivre pour contrôler une colonie de renouée. Ça va être en premier lieu d'aller donc couper toutes les tiges au ras du sol. Et ensuite de ça, comme je disais, d'aller vraiment excaver tous les rhizomes, d'enlever le moindre petit fragment de tige qu'il pourrait y avoir, de racines, tout enlever. Donc soit à la main, soit avec une pelle mécanique. Et c'est là, dans ce cas-là, qu'il faut vraiment bien nettoyer le matériel ensuite, cette pelle mécanique-là, pour ne pas aller en rapporter ailleurs une fois qu'on a contrôlé ça. À la suite de ça, on va donc venir tout aplanir, puis installer une grosse géomembrane, comme vous voyez en bas à droite, qui va déborder sur les côtés, donc d'environ 2 mètres de chaque côté de la colonie qu'il y avait. Parce que elle, la renouée, elle va garder son énergie dans les racines, donc elle pourrait encore aller ressortir sur les côtés. Donc, c'est bien important de bien faire déborder un petit peu la membrane. Et ensuite de ça, de laisser cette membrane-là pendant environ 8 ans. Et pendant ces années-là, ce qu'il va falloir aller faire aussi pendant l'été, donc entre le mois de mai et le mois d'octobre, ça va être d'aller vérifier qu'il n'y ait pas de repousses. Et s'il y a des repousses, d'aller encore les arracher toutes les 2 semaines pour s'assurer qu'il n'y ait plus rien. Et ensuite de ça, on peut replanter des espèces indigènes donc autour et puis un petit peu sur la membrane après quelques années pour qu'il y ait pour qu'il y ait des nouvelles espèces indigènes qui poussent à sa place. Donc, c'est vraiment beaucoup de travail. Ça peut être vraiment coûteux pour contrôler. Là, c'est une seule colonie, là, mais on imagine bien que si on commence à en avoir beaucoup sur le territoire, ça peut devenir vraiment quelque chose qui est coûteux. C'est sûr que c'est un problème que plus on attend, pire que c'est. Ça ne disparaîtrait pas tout seul. Ensuite, je vais prendre le temps de parler de la berce du Caucase, même si elle n'a pas été observée dans un très grand nombre là, sur le territoire de la MRC. Vous allez comprendre pourquoi. D'abord, la berce du Caucase, c'est une plante qui est vraiment, vraiment tout en grandeur. Donc, elle peut mesurer de 2 à 5 mètres de haut. Ses feuilles sont gigantesques et peuvent atteindre 1,5 mètre de large puis 3 mètres de long. Donc, c'est une plante qui est vraiment impressionnante. Puis, elle se reproduit vraiment rapidement, dans le sens où un plant va produire 16 000 semences. Puis de ces 16 000 semences-là, il y en a 85 qui vont être viables. Puis la plante, une fois que la semence est prête, elle a la capacité d'expulser la graine. Donc, elle la rejette assez loin du sol, du plant mère, en fait, excusez. Donc, ça fait que partout au sol, autour du plant, il y a plein de graines qui sont en dormance dans le sol jusqu'à temps qu'elles soient prêtes à éclore et à faire un plant. Donc, c'est assez problématique, son mode de reproduction. Puis, les graines et les semences, elles peuvent se déplacer à l'aide du vent et des plans d'eau. Puis, ce qui est particulier, c'est que elles peuvent passer 3 jours à flotter dans l'eau, puis ça n'affectera pas leur capacité de germer. Donc, c'est une plante qui est vraiment très résistante. En fait, pourquoi est-ce que je prends le temps de vous en parler? C'est parce que la berce du Caucase, c'est une plante qui est phototoxique. Donc, si la peau touche le plant et a un contact avec la sève de la plante, puis qu'ensuite, il y a une exposition au soleil, il peut avoir des réactions cutanées. Il y a toujours des réactions cutanées. Puis par réaction cutanée, on entend des rougeurs, des cloques, des ampoules, puis des brûlures au premier puis au deuxième degré. Donc, c'est assez problématique. Puis on ne veut pas que personne touche à cette plante-là par mégarde sur le territoire. Donc, comme je mentionnais, là, vous pouvez voir qu'il y a 2 observations qui ont été recensées en 2020. C'est possible qu'il y en ait plus, considérant son mode de reproduction puis le fait qu'elle fait beaucoup de graines à chaque fois qu'elle se reproduit. Donc, c'est une bonne nouvelle qu'il y en ait peu qui a été recensé, sauf que ça montre aussi qu'il faut vraiment axer sur la prévention puis le contrôle du peu de colonies qu'on a présentement parce que, comme Blandine l'a expliqué tantôt avec le graphique, ça va être exponentiel. Puis s'il y a trop d'attentes, ben, ça pourrait devenir trop tard. Oui, Martin? Je voulais juste mentionner qu'au début de l'inventaire de l'étude,
J'avais mentionné qu'il y avait un site à Larouche, puis je le vois pas sur la carte. Je voulais juste OK. mentionner ça. Est-ce que Le long de l'OBV, l'autoroute. est-ce que Dans le coin l'OBV du. vous avait contacté? Oui, c'était au bébé, ouais. OK. Puis c'est dans quel coin que vous dites? Dans le coin du lac Samson. Faudrait que je valide, là, mais il me semble que c'était ça. C'était le long de l'autoroute. OK. Ben, on va le prendre en note. Puis nous, c'est dans nos objectifs là, de mettre à jour le portrait avec toutes les données qu'on a depuis 2020 qui ont été acquises. Fait que ça se peut que ça ait Ouais. glissé parmi toutes les données qu'on a reçues, mais c'est sûr que on va s'assurer que cette observation-là soit dans le portrait mis à jour. Excellent, Merci merci. beaucoup. Oui, merci à vous, hein. C'est un travail en continu. Puis le but de la formation non plus, c'est pas d'avoir les données exhaustives du territoire. C'est sûr, c'est vraiment important pour vous qui êtes gestionnaire du territoire de savoir ce qui se passe concrètement chez vous. Mais nous, c'était aussi le but de transmettre les connaissances puis de comprendre là, pourquoi c'est important, cette bébête-là. Là. Fait que, tu sais, d'expliquer un peu les mécanismes puis les espèces clés du territoire. Mais c'est ça, le portrait, on a besoin de vous, là. Vous êtes vraiment les yeux du territoire. Donc, continuez à nous signaler ces espèces-là. Là. Désolée qu'elles ne soient pas inscrites, mais c'est des choses qu'on a besoin là, pour que ça avance, ce projet-là. Oui, c'est peut-être juste une question de cartographie aussi. Ça a peut-être pu être une erreur en ce sens-là. Sur cette diapositive-là, on a un zoom sur chacune des sections de la plante. Donc, on peut voir que le réseau de racines il ressemble un petit peu comme à celle d'une carotte parce qu'ils sont dans la même famille. Fait que ça peut s'apparenter à ça. La tige, elle a des taches pourpres dessus avec des poils qui sont rudes. Puis les fleurs, elles sont blanches, puis elles forment des grandes ombelles de 20 à 50 cm de diamètre. C'est comme un parapluie comme un petit parapluie de fleurs blanches. Puis les feuilles, elles sont super grandes, comme je l'ai mentionné tantôt, puis elles sont dentelées sur les côtés. La berce du Caucase, elle a une cousine que vous avez peut-être aperçue aussi sur le territoire, qui est la berce laineuse. Donc, elle est aussi présente en grand nombre sur le territoire, mais on ne l'a pas comptabilisée dans le projet parce que c'est une espèce qui est indigène au territoire du Québec. Mais comment les différencier? Peut-être que ça peut vous aider aussi pour ne pas que vous sachiez qu'est-ce que vous regardez, là, parce qu'elles sont quand même semblables. Mais elles ont des petites distinctions. Donc, la berce laineuse, elle va faire entre 1 et 3 mètres de haut, en comparaison à la berce du Caucase qui peut atteindre le 5 mètres de hauteur. Puis, la tige de la berce du Caucase, vous voyez là, un petit zoom, elle est tachetée, puis elle a des poils drus, tandis que celle de la berce laineuse, elle est pourpre. Elle n'a pas de taches à proprement parler, puis ces petits poils... Oh, Franck. Excusez, Franck était dans la salle d'attente. Puis elle a des poils plus lisses. Finalement, les feuilles de la berce du Caucase, elles sont gigantesques, mais elles n'ont pas de poils à l'endos, tandis que celles de la berce laineuse sont plus petites, puis elles ont un petit duvet à l'endos. La berce laineuse fait aussi des brûlures quand on la touche, sauf qu'elles sont moins intenses. On recommande tout de même là, d'avoir des vêtements de protection, de ne pas y toucher, mais que si on y touche, d'être bien équipé. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour contrôler la berce du Caucase? Sur la diapositive, vous pouvez voir des gens qui, justement, font le contrôle tôt en saison. Donc, pour la contrôler, on doit couper le plant à même le sol 3 fois pendant le printemps. Ensuite, la racine, elle doit être coupée, le sol doit être labouré. Puis, les plants qui sont coupés, doivent être déposés dans un sac de plastique qui est épais. Puis, on va faire sécher ça pendant comme une semaine au moins, puis ensuite, on va les jeter à la poubelle. Mais il ne faut pas composter la plante, ça c'est important parce que ça pourrait contaminer le site de compost municipal au complet. Puis après le traitement, il y a une nouvelle plantation qui peut avoir lieu dans le secteur qui a été contrôlée. Donc, c'est vraiment un beau mélange de plusieurs méthodes de gestion que j'ai parlé plus tôt. Puis, au même titre que pour la renouée du Japon, il y a un suivi des plantes qui doit être fait parce que les graines de la berce du Caucase qui sont dans le sol, elles peuvent être en dormance jusqu'à 5 ans. Donc, la première année, il n'y a rien. La deuxième, il n'y a rien. La troisième, il n'y a rien. Oups, à la quatrième année, on a un plan qui arrive. Il faut être là, puis il faut être présent pour faire le suivi, pour éviter justement une continuité de la propagation.
Sur ces photos-là, vous pouvez voir qu'il n'y a pas de fleurs. C'est parce que le contrôle a été fait tôt dans la saison. Puis, l'objectif, c'est que les ombelles soient taillées vraiment au printemps avant que les graines soient formées parce que c'est les graines qui vont permettre une grande propagation. Donc, en y allant avant que les graines soient formées, ça permet d'être assuré au moins qu'on n'a pas de graines puis que cette année-là, il n'y a pas de reproduction qui est possible. Ensuite, vous pouvez voir les habits d'astronaute, là. Donc, il est primordial de s'habiller de manière à ce que tout le corps soit couvert, qu'il n'y ait aucun petit trou qui dépasse là, pour vraiment se protéger. Puis, il faut que les vêtements ne soient pas absorbants. Puis, ça prend des gros gants, puis des bottes imperméables qui vont vraiment recouvrir tout l'habit pour éviter un accident. Puis, encore une fois, l'équipement qui est utilisé, autant pour la berce, le contrôle de la berce que de la renouée ou que n'importe quelle autre plante, doit vraiment être utilisé, doit vraiment être nettoyé avant d'être déplacé. Donc, avant de rembarquer dans le camion, après avoir éradiqué la berce, on nettoie nos gants, on nettoie les bottes, puis on met nos vêtements, notre habit blanc dans un sac pour vraiment éviter de transporter la plante ailleurs. Puis, on vous a épargné d'une photo de brûlure causée par la berce, mais gardez en tête que c'est vraiment dangereux et qu'on veut pas s'infliger ça. Je vais pouvoir vous parler des zones qui sont les plus à surveiller dans la MRC sur le territoire. Et donc, d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une zone à risque? Ça va être une zone qui présente, c'est les secteurs qui sont les plus propices à l'introduction d'espèces envahissantes. Et il y a 2 critères qui ont été utilisés pour définir ces zones à risque-là. C'est le potentiel de dispersion des espèces et c'est quand c'est des milieux qui ont une valeur des services écologiques qui pourraient être compromis par la présence de ces espèces envahissantes. Est-ce que j'ai avancé la diapo? Oui, c'est bon. Non, c'est encore moi qui ai le contrôle. Mais tu peux y aller, je vais essayer de suivre. Donc, les zones qui sont les plus à risque, ça va être là sur la carte, c'est les zones que vous voyez qui sont plus marron foncé. Plus c'est clair, presque beige, moins le risque est élevé. Donc, ce qu'on constate quand on regarde juste la MRC un peu au complet, les zones qui sont les plus foncées, ça va être vraiment la zone du parc des Monts-Valin, puis au-dessus la zone de la ZEC. Donc, c'est vraiment plus des territoires parce qu'ils ont une forte valeur écologique qu'on ne voudrait pas voir compromise par la présence de ces espèces-là. Et on voit aussi que ça suit, voilà, on ne le voit pas très bien, on va mieux le voir quand ça va zoomer, mais évidemment, ça va suivre le fjord parce que le fjord aurait un potentiel de propagation des espèces qui serait élevé aussi. Donc, pour ce qui est de la zone plus précisément de l'Anse-Saint-Jean, les zones plus à risque, ça va être tout ce qui est les cours d'eau, là, que vous pouvez voir un petit peu plus en marron foncé parce que c'est la même chose, c'est des vecteurs de propagation. Donc, on ne voudrait pas avoir des plantes qui se retrouvent ici puis se retrouver avec ensuite une propagation et une implantation qui est exponentielle sur le territoire. Pour ce qui est de la zone de Saint-Honoré, c'est pas... Oui, oui. Donc, Martin? Ouais, j'aimerais ça savoir, c'est quoi les critères que vous avez pris en compte pour évaluer les zones plus susceptibles, plus à risque en fait? C'est ça, comme je disais, c'est que ça va être quand potentiellement il peut y avoir de la dispersion d'espèces. Donc, en gros, c'est un petit peu les vecteurs de propagation qui ont été pris en compte. Et puis, si c'est des milieux qui ont une forte valeur écologique qu'on ne voudrait pas voir compromise. Donc, valeur écologique. Et le potentiel de dispersion. Potentiel de dispersion, mais c'est quoi qui détermine le potentiel de dispersion? C'est, mettons, dès que tu as une route, là, tout OK. ce qui est autour de la route, on va dire, c'est à risque. La même chose qu'autour d'un fleuve. Les terres agricoles vont être des Les cours secteurs d'eau, plus les à terres risque. agricoles. Oui, on est allé comme ça. Tu sais, c'est pas... c'est pour se donner une idée. C'est pas non C'est plus... bon. Tu sais, c'est pas parce qu'on a ciblé un endroit plus à risque que la colonie va être là. Tu sais, c'est pour avoir une idée aussi dans ce qui est gestion du territoire. Daphné, je sais pas si tu es au courant, c'est Joey qui a fait les cartes, a rajouté d'autres critères dans sa sélection de zones à risque. Non, quand le projet a été fait, on s'est basé sur le modèle de co-occurrence du programme Picking Our Battles du New Hampshire Fish and Game Department. Donc, c'est ça, ça a vraiment été sur les 3 critères. J'ai le rapport avec moi, là, ça a vraiment été basé, les critères, sur les 3 que
que Blandine a nommés qui sont écrits. Mais il y a des calculs, puis je pense qu'il y a un peu des algorithmes là, avec tout ça. Mais je pourrais vous envoyer le rapport à la fin de la présentation. Là. Vous pourriez peut-être jeter un œil sur la méthodologie complète qui a été utilisée pour les critères. Super. OK, merci. C'est ça, par exemple, si on regarde juste pour Saint-Honoré, on voit ce qui sort en marron foncé, ça suit beaucoup les routes. Donc, il y a un potentiel de dispersion par le réseau routier. Puis pareil pour les cours d'eau, là, on les voit plus foncés parce qu'il y a un potentiel de dispersion à ce niveau-là aussi. Peut-être les zones humides aussi. Oui, ben là, je ne sais pas exactement sur le À l'œil, territoire, là, j'ai quels l'impression sont que. Oui, ils vont être indiqués avec des milieux à haute valeur écologique, les zones humides, Mhm. par les services qui rendent, là. Donc, c'est ça, on ne sait pas non plus. C'est ça, c'est pas nous qui avons fait les cartes, là. On est un peu embêtés, là. Faudrait Ouais. qu'on approfondisse nos connaissances pour les prochaines formations. Mais c'est une bonne question, là. Fait que c'est ça. Il y a des milieux comme ça avec des couches de données qui sont disponibles que nous, on a pu. Mais tu sais, c'est ça. Good. Vous comprenez Merci. l'idée. C'était ça. C'était principalement ça, les cartes que j'avais présentées pour les zones à risque. Donc, je vais repasser la parole à Daphné. Oui. OK. Excusez, j'étais en train de lire le rapport pour essayer d'être plus précise dans nos réponses pour Martin. En fait, maintenant que vous savez tout ça, si vous croyez avoir aperçu une espèce envahissante sur votre territoire, il y a des choses que vous devez faire. Vous pouvez nous contacter, les deux OBV. Nous, on va vous épauler dans le signalement, puis dans ce que vous pouvez faire suite à votre observation. Puis, niveau signalement, le ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques a mis en place un site, c'est un outil vraiment là, de consultation et de détection des plantes envahissantes. Donc, aussitôt que vous apercevez une espèce animale ou végétale que vous n'aviez jamais vu avant, vous pouvez faire un signalement, puis une équipe du ministère vont aller vérifier tout ça, puis ça permet de faire un recensement à l'échelle de la région, puis au niveau national aussi, là, parce qu'il y a l'ensemble du Québec sur cette carte-là. Je voulais vous parler un petit peu là, de Sentinelle parce qu'il y a des informations qui sont quand même pertinentes. Donc, pour faire un signalement, vous rentrez dans Sentinelle en cliquant sur Accéder à Sentinelle. Vous vous connectez ou vous créez un compte. Puis, vous cliquez sur Observation. Vous allez faire Nouvelle observation. Puis, je vous en parle parce qu'on a besoin de plus d'informations que juste il y a une berce du Caucase à cet endroit-là. C'est vraiment, ça prend les coordonnées exactes de l'observation, ça prend des photos, ça prend la superficie, le nombre d'individus à peu près que vous avez observé. Puis, si c'est aux abords d'un lac qui fait partie du réseau de surveillance volontaire, il y a une petite section de plus à remplir. Donc, nous, quand on a fait le portrait, on s'est basé sur ce qu'on a vu dans Sentinelle. On a contacté les municipalités, les MRC. Puis c'est un petit peu difficile à arrimer dans le sens où notre rôle, c'est pas de passer tous nos étés sur le terrain à faire de la détection parce que on voit plus grand que ça. On veut vraiment travailler dans le contrôle, mais on a besoin de savoir qu'est-ce qui se passe sur le territoire. Puis il n'y a personne de mieux placé que vous pour justement savoir qu'est-ce qui se passe, puis remarquer les nouveautés ou les choses qui sont plus problématiques. Donc, c'est vraiment on a besoin de vous pour mettre à jour le portrait puis pour continuer de savoir partout sur le territoire où se trouvent des petites plantes néfastes là, qu'on voudrait contrôler. Donc, c'est pour ça aussi qu'on vous a contacté aujourd'hui pour vous donner cette formation-là. C'est vraiment parce que vous connaissez votre territoire mieux que n'importe qui. Donc, ça ressemble à ça pour Sentinelle et la détection. Oui. Puis rapidement, le CREDD, donc mon organisme, on est en train de monter un projet pour le contrôle de la berce du Caucase. On a remarqué que c'était une demande là, du fait que c'est une plante qui provoque des enjeux pour la santé publique, là, notamment les brûlures chimiques. Donc, si vous savez que vous en avez sur votre territoire, puis vous savez que vous aimeriez passer à l'action comme rapidement, je vous invite à m'écrire. On a une quantité
de terrain possible là, pour cet été, pour cette espèce-là. L'idée, c'est vraiment, pourquoi on a ciblé une seule espèce, c'est qu'on veut agir au niveau régional pour qu'il y ait un contrôle meilleur là, pour limiter sa propagation. Maintenant que vous êtes au courant là, de l'impact de laisser aller ces plantes-là, si vous voulez passer à l'action, c'est pour ça qu'on a parti ce petit projet-là. Sinon, éventuellement, il va y avoir d'autres projets avec le CREDD pour les autres espèces envahissantes, là, notamment, moi, j'aimerais ça tu sais, que les municipalités intéressées me contactent, puis qu'on monte un plan d'intervention au niveau régional, encore une fois, tu sais, de s'attaquer aux zones plus à risque, aux municipalités qui ont plus besoin. C'est ça, malheureusement, dans la région, on n'a pas l'expertise, il n'y a pas de firme de contrôle qu'on peut appeler puis qui viennent sur le terrain. C'est pour ça aussi qu'on veut vraiment former les acteurs municipaux là, pour agir sur le terrain. Tu sais, comme par exemple mon projet de contrôle de berge, c'est pas moi, Catherine, qui va aller contrôler toute la berge du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Donc, on aimerait ça s'impliquer avec vous, puis voilà, le développer, qu'on partage l'expertise au final. Là. Plus il y a des gens qui agissent sur cette problématique-là en même temps, plus qu'il y a d'actions concertées, plus qu'on a des chances de limiter la propagation, là, puis de ne pas se rendre à un état où les interventions sont rendues impossibles. C'est ça qu'on a la chance aussi au Saguenay-Lac-Saint-Jean versus, mettons, dans le sud de la province du Québec. Là, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais tu sais, il y a des endroits où la lutte a été abandonnée parce que les colonies sont trop importantes. Tu sais, on parle de kilomètres et de kilomètres de roseaux communs. Le lac Memphremagog qui est rempli de myriophiles, de moules zébrés, les quantités sont tellement importantes qu'on ne contrôlera pas. C'est impossible, en fait. On n'a pas la technologie pour faire ça. Tu sais, il y a des limites à ce que l'humain peut faire. Donc, voilà, petit projet comme ça pour clôturer la session. Je vais terminer l'enregistrement, puis on va être déjà rendu à la période de questions, interactions, fait que ça va être le moment si vous voulez qu'on échange.